Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Mon épisode numéro 101, c'est 8 conseils pour le couple et les finances personnelles. OK, je vous explique comment je suis arrivé avec ce sujet-là aujourd'hui. C'est que là, on est le 21 mai, mercredi. L'épisode va sortir demain, le 22 mai. Et puis hier, ma conjointe et moi, ou devrais-je dire aujourd'hui, ma femme et moi sommes allés chez le notaire et nous avons signé notre mariage. Donc, nous sommes maintenant mariés aux yeux de la loi. Et c'est évidemment une grosse étape. Puis là, aujourd'hui, je voulais parler, pas du mariage nécessairement, mais je vais donner 8 conseils pour le couple et les finances. Maintenant que je suis marié depuis une journée, je peux me permettre de donner des conseils sur le couple. Non, sans farce. J'ai 43 ans, j'ai quand même une certaine expérience. Je vais donner ces 8 conseils-là comme si je parlais à mon moi-même il y a 20 ans, peut-être jeune Frédéric dans la vingtaine, qui, je crois, que ces conseils-là l'aideraient à cheminer plus rapidement ou en tout cas éviter certains pièges, certaines erreurs. Je pense que ce serait 8 bons conseils à lui donner. Donc, c'est dans cette optique-là que je vais donner 8 conseils sur le podcast aujourd'hui, Indépendance financière et hypothèque, basé sur mon expérience toujours et basé sur mes connaissances. J'ai beaucoup écouté l'émission de Dave Ramsey, puis j'aime beaucoup son approche par rapport au couple, à la famille et aux finances personnelles. Donc, je reviens un petit peu avec ces aspects-là parce que ça fait maintenant partie de ma vie. Puis ça fait partie aussi de ce qui m'a encouragé à aller solidifier l'union avec maintenant ma femme et la vision du couple et les finances personnelles. Donc, je vais avec 8 conseils. Vous, évidemment, vous faites ce que vous voulez avec ça. Ce sont des vrais conseils que j'applique dans ma vie, puis basés sur mon expérience. Et puis, je partage ça avec vous aujourd'hui à l'épisode numéro 101. OK, conseil numéro 1. Conseil numéro 1 que j'aurais pour jeune Frédéric, c'est d'avoir ses propres finances personnelles en ordre. En premier, là, avant même de vouloir être en couple, OK, je pense que c'est une bonne idée d'avoir ses propres finances personnelles en ordre, c'est-à-dire avoir un revenu stable, avoir des dépenses stables aussi. Puis ça va aider à trouver un partenaire. Donc, le premier conseil, c'est peut-être pas un conseil vraiment lorsqu'on est en couple, mais c'est peut-être un conseil qui va aider à trouver une partenaire. C'est d'avoir ses finances personnelles en ordre parce que lorsqu'on va rencontrer quelqu'un, qu'on va être sur la scène du dating peut-être, si nos finances personnelles sont all over the place, qu'on n'a pas un revenu stable, qu'on n'a pas des dépenses sous contrôle, peut-être qu'on va être capable de le cacher, mais peut-être que ça va paraître aussi. Et puis, lorsqu'on regarde le partenaire en face de nous, c'est certain que d'avoir une base financière solide, c'est un plus, selon moi. Ça va rassurer l'autre personne. Ça va aider pour moi à trouver un partenaire, d'avoir en premier là, ses finances personnelles en ordre. Le cas contraire, c'est sûr que oui, on peut quand même trouver un partenaire, mais je ne suis pas certain qu'on va s'enligner vers le long terme si à la base, on a 2 personnes qui ne sont pas très stables financièrement. C'est plus difficile. Pour moi, vous savez, l'indépendance financière, les finances personnelles, on va parler de long terme, on va parler de base financière solide. Puis si on ramène ça au couple, ça va main dans la main. Peut-être que le genre de relation qu'on va avoir avec son partenaire va refléter un peu où est-ce qu'on est financièrement. Donc, si ce qu'on cherche, c'est justement améliorer nos finances personnelles sur le long terme, peut-être que c'est ça, là, on va avoir plus de chances de trouver un partenaire dans ce sens-là. Si à la base, nos propres finances personnelles sont en ordre, donc revenus stables, dépenses stables, puis évidemment les dettes
Évidemment, vous le savez, on va limiter l'utilisation de la dette, le crédit, puis on va, oui, peut-être réussir à impressionner superficiellement quelqu'un en dépensant beaucoup, mais je ne pense pas que ce soit pour le long terme une bonne chose pour la solidité, pour notre avenir financier. Et je dirais donc aux jeunes Frédéric d'avoir assez tôt, hein, on n'est pas obligé d'attendre pour avoir ses finances personnelles en ordre, c'est-à-dire gagner plus de revenus, avoir un revenu stable et avoir des dépenses plus petites que ce qu'on gagne. Donc, c'est la base. Conseil numéro 2, OK, je dirais à jeune Frédéric de mettre une certaine importance sur apprendre à vivre en couple. OK? Moi, je me rappelle, peut-être dans la vingtaine, je ne mettais pas une aussi grande importance à cet aspect-là. Je me disais, ben non, moi, je suis indépendant, je suis capable seul de faire mes choses, je n'ai pas de besoin de personne. Et à quelque part, c'est peut-être pas l'attitude qui va nous faire progresser, nous faire cheminer vers l'indépendance financière, vers une stabilité de nos finances personnelles. Apprendre à vivre en couple, c'est-à-dire faire des compromis, va être très, très avantageux parce que habiter seul, supporter seul toutes nos dépenses, ça va nous ralentir dans notre cheminement, tandis que si on est capable de faire un compromis, d'habiter à deux au même endroit. Déjà, le logement, c'est la plus grosse dépense. Si on est capable de partager ça, donc le partage des dépenses. OK? On peut vouloir partager peut-être avec un coloc, on veut, mais sur le long terme, avec qui on va vouloir partager nos grosses dépenses, ça va être la personne avec qui on va être en couple, notre partenaire de long terme, notre partenaire idéalement pour la vie. Ça, c'est vraiment un aspect qui va nous aider financièrement d'être capable de partager des dépenses, de pouvoir planifier. Donc, pour ça, il faut apprendre à vivre en couple. Faut penser que les dépenses qu'on fait, il y a quelqu'un d'autre qui va avoir son opinion là-dessus. Apprendre à prendre des décisions financières à deux. Hein, parce qu'on va prendre des bien meilleures décisions financières si on a une autre personne qui est impliquée dans le processus de décision. Et puis faire des compromis, savoir que là, on va prendre des décisions, mais c'est pas que pour nous, c'est aussi pour une autre personne. Donc ça va changer toute la dynamique, apprendre à vivre en couple, y penser assez tôt, donc dès notre vingtaine, à penser de cette façon-là, à penser qu'il n'y a pas que nous. On va vouloir y aller à deux pour diminuer, partager les dépenses et on va devoir rendre des comptes aussi. Hein? On n'est pas tout seul dans notre tête à prendre des décisions. On va prendre des décisions financières et ça va affecter une autre personne. On va devoir rendre des comptes. Donc, apprendre à vivre à deux le plus tôt possible et non pas s'endurcir et dire « moi, j'ai pas besoin de personne, je vais habiter seul ». Ça va nuire à notre avenir financier si on a cette façon de penser-là. On va plutôt y aller, mettre de l'eau dans notre vin et puis accepter justement une autre personne dans notre vie qui va venir partager ces décisions-là, qui va venir partager les dépenses aussi, qui va faire qu'on va, on va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher avancer à deux pour l'alimentation, pour l'habitation, pour les assurances, pour le transport. Tout ce que vous voulez, ça va coûter moins cher et ça va nous permettre d'épargner plus à deux pour le long terme. Mais c'est plus facile de faire des plans ensuite pour le long terme si on a cette vision-là le plus tôt possible. Donc, deuxième conseil que j'aurais, c'est apprendre à vivre en couple et être ouvert à cette idée-là, OK? Ne pas se fermer. Ça, c'est le conseil numéro 2. Conseil numéro 3, ça va être évidemment de choisir la bonne personne. T'sais, on peut s'amuser, on peut explorer, on peut aller sur le marché du dating, puis voir, puis avoir des rendez-vous et puis faire des sorties. Ultimement, on va vouloir choisir la bonne personne. Donc, dans nos rendez-vous, évidemment, il faut qu'il y ait beaucoup de choses en commun pour que ça fonctionne. Il faut qu'on s'entende bien, qu'on s'amuse, qu'il y ait vraiment une base solide, mais assez tôt dans le processus. Moi, je voudrais qu'on se parle de finances personnelles lorsqu'on rencontre une personne. Puis c'est pas nécessairement peut-être au premier rendez-vous qu'on veut en parler, mais
On veut trouver quelqu'un qui va avoir des objectifs communs avec nous, qui va avoir des valeurs communes, qui va avoir une vision des finances personnelles compatible. Hein? On cherche là une compatibilité. C'est pas nécessaire que ce soit comme absolument identique, là, notre façon de voir l'argent. Ça va être très difficile de trouver quelqu'un qui a une vision identique à la nôtre pour les finances personnelles. Mais on va vouloir quelqu'un qui a peut-être une base commune, qui a une ouverture. Trouver un partenaire qui a de l'ouverture, par exemple, pour éviter l'endettement. Quelqu'un qui n'est pas axé seulement sur avoir tout maintenant, qui est capable, peut-être le critère essentiel selon moi, c'est quelqu'un qui est capable de remettre à plus tard sa gratification. Donc, la gratification retardée, c'est peut-être une des qualités les plus importantes. Quelqu'un qui peut se contenter de peu maintenant, dans l'optique d'avoir peut-être un peu plus tard. Donc, vraiment, pour moi, c'est une chose qui, assez tôt dans le processus, si on pense que c'est sérieux avec une personne, moi, ça serait la qualité que je recherche. Est-ce que la personne est capable d'attendre? Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut avoir dans la vie. On peut juste pas tout avoir en même temps maintenant. OK? Mais on peut rêver à des grandes choses plus tard. Je pense que c'est la meilleure qualité à rechercher chez un partenaire, là, côté finances personnelles. Donc, ça fait partie pour moi de choisir la bonne personne. Donc, dans le processus, on va se parler de finances personnelles assez tôt. On va essayer de trouver un partenaire qui a les mêmes valeurs que nous pour les finances personnelles. Puis, on va, au lieu de mettre ça de côté, de rendre tabou l'idée de parler d'argent, on va, à un certain point, s'en parler. C'est ce qu'on a fait, nous, personnellement. Après quelques mois, on a même parlé un petit peu de finances personnelles, on a parlé de livres, on a parlé d'endettement, à savoir comment qu'on allait utiliser. Puis moi, c'est ce qui m'a donné confiance en l'avenir avec la personne que j'ai mariée cette semaine. Et on s'enligne pour le long terme. Et tout ça est parti de là 5-6 ans, lorsqu'on s'est rencontrés assez tôt. On s'est parlé de tout ça et j'ai bien vu que ma femme maintenant, donc elle avait une grande capacité là, à rêver avec moi parce qu'on veut tous les deux de belles choses pour notre vie, faire des voyages puis avoir une belle maison. Mais on est capable aussi de se contenter de très peu. On sacrifie sur certaines choses pour, dans le futur, avoir un peu plus. C'est un petit peu ça l'idée. OK, donc choisir la bonne personne, évidemment, super important pour le couple et les finances personnelles. Se parler tôt, donc, de finances personnelles. Ensuite, conseil numéro 4. OK, dans un couple, OK, c'est très, 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 très possible qu'il y ait une des deux personnes qui soit un petit peu plus responsable financièrement que l'autre. Et puis, ça peut être facile de tomber dans la dynamique où est-ce qu'une personne va s'occuper des finances et l'autre personne va laisser l'autre personne s'en occuper sans s'intéresser du tout aux finances personnelles, OK? Mais là, moi, je reviens avec ça. C'est important d'impliquer les deux personnes. Donc, la personne qui peut-être s'y intéresse moins, on va vouloir l'impliquer, on va vouloir qu'il y ait une grande transparence, OK? Parce que lorsque tu as une seule personne qui s'occupe des finances, l'autre personne non, il peut y avoir des problèmes qui découlent de ça. Moi, je veux qu'il y ait une grande transparence. On va forcer un petit peu la personne qui ne s'y intéresse pas à s'y intéresser un minimum. On va vouloir que la personne soit au courant OK, des actifs, des dépenses, des revenus, du budget, puis on va vouloir que la personne qui s'y intéresse le moins, que ce soit sa décision. On va vouloir lui donner le choix et la forcer un peu à s'y intéresser pour éviter les problèmes dans le futur. Selon moi, c'est super important, ça, cette partie-là. OK, s'il n'y a pas de transparence, ça l'ouvre la porte à l'infidélité financière, qu'il y ait des choses cachées, d'avoir nos choses séparées, puis que, bon, on veut éviter ça. On veut peut-être y aller plus vers avoir un compte conjoint, un budget familial. On veut s'en parler peut-être au minimum une fois par année, faire le compte-rendu de quels sont les actifs pour la famille, puis quelles seront les dépenses pour la prochaine année, quel sera le budget pour les vacances, etc. Donc, on veut
impliquer les deux parties dans les finances personnelles. C'est correct que ce ne soit pas égal qu'il y ait un des deux parties qui soit plus impliqué dans les finances personnelles. Il faudrait qu'il y en ait au moins un des deux qui s'y intéresse plus, en tout cas. Si les deux sont complètement désintéressés, c'est possible qu'il y ait des petits problèmes aussi, là, qu'on n'ait pas de budget, puis qu'on n'ait rien, puis que ça soit difficile d'accumuler, puis de s'en aller vers l'indépendance financière. Donc, il faut au moins qu'il y ait une des deux personnes, mais aussi que la personne qui s'y intéresse le plus, donc, essaie d'aller chercher la deuxième personne pour l'intéresser un peu de façon douce et de façon... évidemment, il faut respecter les deux parties dans ce sens-là. On ne va pas nécessairement forcer quelqu'un à regarder des chiffres, puis, mais on va trouver une façon. On va trouver une façon pour que tout le monde soit en sécurité, tout le monde qui ait de la transparence et qu'on sache vers où on s'en va. Okay? Ensuite, on va aussi respecter nos propres besoins. OK? Parce que, tu sais, j'ai parlé de compromis au point numéro 1. Oui, on va parler de compromis. C'est important à un certain point, peut-être se sacrifier un petit peu pour l'autre parce qu'il faut respecter les besoins de l'autre personne. Mais c'est très, très, très important de respecter ses propres besoins, de mettre ses limites. OK? On ne va pas se sacrifier à outrance non plus pour son conjoint et ses enfants. Puis là, je parle surtout... de mettre ses limites par rapport au respect, à la bienveillance et à la douceur de l'autre personne. On va pas tout sacrifier, on ne va pas tout accepter de l'autre personne. Ça reste super important. On doit mettre des limites claires sur ce qu'on veut pour notre bien-être. On ne va pas être malheureux sous prétexte qu'on doit faire des compromis pour l'autre personne, pour nos enfants. OK? On va mettre notre bonheur quand même en premier plan, puis on va mettre un minimum de respect. On va demander un respect de l'autre personne, on va demander une bienveillance, on va demander la douceur, parce qu'on ne veut pas rester dans une relation toxique. OK? Donc ça, c'est super important de mettre sa limite ici du moment que l'autre personne nous manque de respect, que l'autre personne n'est plus bienveillante pour nous, qu'il n'y a plus de douceur, qui peut-être même va jusqu'à la violence financière, la violence verbale. On ne va pas tolérer ça. Ça, c'est des causes sérieuses de rupture. Donc, oui, c'est important d'aller en couple, mais pas à tout prix. On va mettre ses limites, puis ça va être important de le verbaliser. Et puis, si il y a un point de non-retour, on va se séparer, puis on va mettre les limites. Puis oui, on va peut-être travailler sur notre couple, parce que si on s'engage vers le long terme, on ne va pas à la moindre chicane décider de se séparer, mais à un certain point, il faut mettre des limites de ce qu'on peut tolérer dans une relation. Le respect, la bienveillance, la douceur, ça, on va vouloir que ce soit des obligatoires pour notre conjoint, pour nous. C'est des limites qu'on doit mettre. Et puis, si ces limites-là ne sont pas respectées par notre partenaire, on va prendre des étapes pour se séparer, puis s'en aller vers d'autres choses. On ne va pas rester malheureux dans une relation toxique. Ça, c'est très important. Je vois des relations toxiques, il y en a partout. Vous savez de quoi je parle. C'est des situations très, très délicates. On est en couple, oui, puis là, si on peut se sentir un peu pris, on ne veut pas être dans cette situation-là. Et puis là, il y a un des deux parties qui peut-être a le pouvoir financier. Là, c'est triste, mais il faut aller chercher de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide. Il faut sortir absolument d'une situation toxique comme ça. Donc là, le point numéro 5, ne pas rester des années. Donc, il faut respecter ses besoins. Si on voit que ça ne fonctionne pas, on ne va pas attendre, on va réagir rapidement. Parce que ça peut être des situations toxiques qui durent pendant des années. On va vouloir couper ça court. Moi, je dirais absolument cette règle numéro 5, ce conseil numéro 5-là, à mon jeune moi à 20 ans. Fais attention, OK, de ne pas te sacrifier ton bonheur par rapport au respect de l'autre personne. Il y a certaines limites
que tu ne dois pas. Ça peut aller jusqu'à même couper toutes les communications avec une personne qui ne nous respecte pas comme ça. C'est super important de se respecter. C'est pas normal d'avoir de la violence comme ça dans un couple, que ce soit verbale, financière ou quelque sorte de violence. On doit mettre une limite, arrêter ça tout de suite et demander de l'aide, passer à autre chose. C'est pas normal. OK? Donc, conseil numéro 5, respecter ses propres besoins, mettre ses limites. Conseil numéro 6 de 8 conseils, mettre les choses sur papier. On va vouloir... oui, au début, c'est le fun, on n'a pas besoin de se badrer, de la paperasse, mais aussitôt qu'il va y avoir un achat de maison ensemble, aussitôt qu'il va y avoir des enfants, aussitôt qu'il va y avoir un mariage, on va mettre les choses sur papier, on va parler d'un contrat d'indivision si on s'achète une propriété ensemble. On va absolument mettre sur papier quel est l'apport de chaque personne. On va vouloir aussi prévoir en cas de séparation. C'est ça qu'on veut faire. On veut, oui, s'engager pour le long terme, mais on ne le fera pas nécessairement juste avec notre cœur, malheureusement, même si ça serait la chose la plus fun lorsqu'on est en amour, qu'on veut s'engager pour le long terme. On veut y aller avec notre cœur et on ne veut pas nécessairement penser à la séparation, OK? Mais on va le faire quand même. On va, lorsqu'on s'achète une maison, faire un contrat d'indivision, tout prévoir en cas de séparation, qu'est-ce qui va se passer, de la façon que ça va se faire, qui va pouvoir garder la propriété, etc. On va aller voir un notaire qui va nous aider à faire ces choses-là. Quelqu'un qui peut prendre le temps, là. Un notaire, nous, on est allé voir une notaire qui a été hier vraiment très, très gentille, qui a l'empathie aussi. Elle comprend que oui, c'est joyeux, on se marie, mais c'est aussi important de penser aux affaires plates. Puis de se dire, OK, oui, mais tout mettre sur papier, parce que lorsqu'il n'y a pas de papier, ça peut être très, très douloureux et pénible, les processus de séparation. Donc ça, c'est très important de penser à ça d'avance. Penser à son testament, mandat d'inaptitude. Dès qu'on commence à avoir des actifs, des REER, puis qu'on a des enfants, on veut penser, OK, en cas de séparation, oui, mais en cas de décès, en cas d'inaptitude. On veut des mandats aussi d'inaptitude parce que si jamais ça arrive, ça peut être très, très compliqué s'il n'y a pas ça, ces documents-là en place. Ça peut vraiment être compliqué pour la personne qui doit s'en occuper. Donc, on va vouloir prévoir ça. On prévoit ça pour notre conjoint, pour bienveillance. On doit prévoir ces documents-là. Dans le contrat de mariage, on va aussi comprendre comment ça fonctionne en cas de divorce. On va mettre ça sur papier. Il y a des avantages. On a une protection lorsqu'on se marie. On a, aux yeux de l'État, aux yeux de nos proches, on solidifie notre engagement. Ça va, pour moi, nous catapulter vraiment vers, on peut vraiment prendre des décisions de couple pour le long terme. Ça va aider pour moi de se marier. Ça peut être une belle option. Moi, c'est dans cette optique-là que nous avons décidé de le faire. Mais on va, c'est ça, mettre sur papier, puis pour que ce soit rassurant, qu'est-ce qui arrive en cas de décès, en cas de séparation? Qu'est-ce qui arrive si l'autre personne change complètement, puis qu'on doit se séparer? On doit comprendre ces choses-là et puis rétablir le rapport de force financier, toujours protéger la personne qui a peut-être un peu moins, la personne qui est plus en situation de faiblesse. Pour moi, c'est ça l'idée de prévoir ces choses-là pour que les deux parties soient protégées, rassurées, et puis qu'on avance avec confiance dans le futur en étant protégé. OK? Donc, tout mettre sur papier et puis avoir une grande prévisibilité dans ce qui va arriver dans chaque situation. Ensuite, bon, ça c'était conseil numéro 6, tout mettre sur papier. Conseil numéro 7, protéger, OK? Être juste. Bon, je viens d'en parler un peu. C'est normal qu'il y ait un des deux parties qui peut-être ne gagne pas autant de revenus. On va vouloir être juste, on va vouloir que les
dépenses, justement, soient proportionnelles aux revenus des personnes du ménage. Souvent, il y a peut-être une personne qui va se mettre à travailler plus dans la maison, une personne qui va travailler plus à l'extérieur de la maison. C'est correct qu'il y ait un équilibre comme ça qui s'installe et que ce ne soit pas tout 50-50. On doit être juste, OK, dans le partage des dépenses, donc proportionnel aux revenus. On doit considérer ce que les deux apportent puis qui parfois n'est pas financier. Et on doit aussi penser à l'accumulation du patrimoine équitable. C'est pas juste comme la personne qui gagne le revenu, qui accumule un patrimoine de son côté, puis l'autre personne qui n'accumule rien, qui en cas de séparation se retrouve avec rien. Non, on doit être juste aussi là-dedans. On doit s'assurer que les deux parties sont protégées, les deux personnes accumulent quelque chose. Donc toujours et qu'il n'y a pas une personne qui va être l'otage de l'autre financièrement. Absolument important. On doit être juste, OK, dans le couple. Même si, en bout de ligne, on va être on va avancer comme un seul bloc, puis on va avoir des économies d'échelle vu qu'on va partager les dépenses, tout ça, mais reste qu'on doit prévoir, ça revient au point numéro 6, prévoir un petit peu sur papier ce qui va se passer en cas de séparation, en cas de décès, en cas de divorce, et on va être juste, OK, selon l'apport des personnes. Puis, c'est super important que les deux personnes soient bien protégées de cette façon-là. Et conseil numéro 8, OK, une vision de l'avenir sans dette. Bien là, je reviens avec la vision indépendance financière et hypothèque. Ça va être plus facile d'avancer à deux dans l'avenir si on élimine complètement la dette. Oui, on va s'acheter une maison, peut-être avec une hypothèque, mais on va la rembourser rapidement. Des décisions qu'on va prendre ensemble, ça va être plus facile c'est plus facile d'aller chercher de la dette, de prendre du risque lorsqu'on est seul, mais lorsqu'on est deux personnes, on va y aller du côté plus de la sécurité. Et puis, l'idée d'y aller sans dette pour ces véhicules va vraiment faciliter, va solidifier la situation financière du couple. Donc, moi, je reviens avec cette idée-là, ce conseil-là, qu'on va éviter toutes les dettes pour la consommation, voiture, dette d'études, rénovation, et puis on va travailler avec ce qu'on a comme argent dans le couple, pour la famille, puis on va avancer comme ça. On va rembourser notre hypothèque, on va avoir notre maison payée. Je pense que c'est le 8e conseil que je donnerais au couple, c'est de proposer l'idée d'y aller sans dette pour notre consommation. On va avancer comme ça, puis ça va nous forcer peut-être à dire, OK, oui, mais comment on va faire du revenu à ce moment-là? Parce que moi, je veux en faire des rénovations dans ma maison. Je veux une plus belle cuisine. Comment qu'on va y arriver? Bien, on va peut-être aller travailler davantage, puis on va aller faire l'argent et le dépenser par la suite. Au lieu de l'emprunter, puis après ça, de se dire, oui, mais plus tard, on va l'avoir, l'argent. Ben non, on va le faire avant. On va faire l'argent avant, puis on va le dépenser ensuite. Au lieu de le dépenser maintenant et après ça, de se retrouver dans des situations de métro, boulot, dodo, de chicane de finances, de stress financier, de manque de flexibilité, de manque de marge de manœuvre. Et puis là, tous les problèmes dans le couple vont être, tout va être amplifié, tout problème va être amplifié lorsqu'on utilise la dette. Ça peut bien se passer, l'effet de levier, mais est-ce qu'on veut vraiment prendre ce risque-là? Je ne crois pas. On veut, pour moi, le couple, pour la famille, avoir une base de la paix financière. Ça revient à l'épisode numéro 100 sur la paix financière. Voilà, donc c'était le conseil numéro 8, OK? Avoir une vision de l'avenir sans dette va faciliter donc notre couple et nos finances personnelles. C'était tout. Le podcast numéro 101 pour les 8 conseils pour le couple et les finances personnelles. J'espère que vous avez apprécié. Je vous demanderai peut-être de me dire dans les commentaires sur Spotify quel est le conseil pour vous qui vous touche le plus sur les 8 conseils? Est-ce que c'est, avoir ses propres finances personnelles en ordre, en partant, avant même d'arriver en couple? Ensuite, numéro 2, apprendre à vivre en couple. Pas juste se dire, oui, mais moi, j'ai pas besoin de personne. Non, se dire, non,
être avec quelqu'un d'autre, ça va m'aider financièrement. Ça va être mieux pour moi, pour mon futur. Choisir la bonne personne. OK, se parler tôt des finances personnelles dans la relation avant de s'engager à long terme, avant de s'acheter une maison ensemble, avant de se marier, donc de se parler de ces choses-là. Ensuite, conseil numéro 4, c'est impliquer les deux personnes dans les finances personnelles du couple pour pas qu'il y ait une personne qui s'occupe de tout, l'autre personne qui s'occupe de rien et qu'il y ait peut-être un manque de transparence. Y aller avec un budget familial, peut-être des comptes conjoints, puis se forcer un minimum à impliquer les deux, à rendre des comptes. Ensuite, conseil numéro 5, respecter ses propres besoins, hein, ne pas laisser l'autre nous marcher dessus, mettre ses limites, donc y aller, surtout, je pense, avec le respect, la bienveillance, la douceur. On a le droit d'exiger ça de l'autre personne et on a le droit que si nos limites ne sont pas respectées de base dans le couple, on a le droit de s'en aller. Okay? Puis il faut le faire même assez tôt et ne pas traîner des relations toxiques sur des longues périodes de temps. Ça va vraiment endommager nos finances personnelles de rester dans des relations toxiques. Ensuite, mettre nos choses par écrit sur papier, avoir le contrat d'indivision pour l'achat de notre propriété, avoir notre testament, mandat d'inaptitude et puis peut-être aller vers le mariage. Moi, je le recommande ça va encore plus solidifier, prendre des décisions pour le long terme en couple. Ça devient plus facile lorsque on se dit à son conjoint, regarde, là, pour nous, c'est pour toujours. Là. Donc, on peut, à ce moment-là, s'acheter une propriété ensemble. On peut prendre des décisions. On peut avoir des avantages fiscaux parce que là, on va décider d'aller investir dans les REER de notre conjoint, par exemple. Mais c'est difficile de prendre ces décisions financières-là sur le long terme lorsqu'on n'est pas décidé qu'on va passer le reste de notre vie ensemble. Toutes les décisions financières vont être plus faciles, vont être plus rentables côté fiscal si on a une stabilité pour le futur, si on s'engage pour le long terme. Donc, on met tout ça sur papier parce que oui, les séparations, ça peut arriver. Il peut y arriver des situations inattendues, un décès, quelqu'un se met à changer et puis n'a plus la même bienveillance envers nous. Il va y avoir une séparation. Mais donc, c'est ça, de mettre les choses sur papier, ça va nous protéger. Puis peut-être le mariage à ce moment-là, ça peut être bon pour nous pour vraiment solidifier notre avenir financier. Et puis être juste, hein? C'est bien protéger le conjoint peut-être qui fait moins de revenus, mais qui en fait plus à la maison. Et puis être juste dans les partages justement des dépenses, puis les partages financiers. L'accumulation de richesses devrait être bonne pour les deux parties. Hein? On ne veut pas se retrouver on ne veut pas se retrouver avec une personne qui prend sa retraite puis l'autre personne qui continue de travailler. En tout cas, qui est forcée à continuer de travailler. C'est correct, là, s'il y a une personne qui veut prendre sa retraite puis l'autre personne qui aime travailler, qui veut continuer de travailler puis que tout va bien dans ce sens-là, c'est correct. Mais je voudrais pas qu'il y ait une personne qui, elle, a plus de moyens, qui peut prendre sa retraite, arrêter de travailler, puis l'autre personne qui, elle, doit continuer à travailler parce qu'elle doit continuer de payer sa partie. Ça n'a aucun sens pour moi dans un couple. Selon moi, il faut être juste, il faut avoir une vision quand même du couple. Dans ce sens-là, donc, on veut possiblement que les deux personnes contribuent à leur façon, continuent de contribuer équitablement, puis récoltent aussi équitablement les fruits du patrimoine du couple. Donc, être juste et protéger le parti qui est plus faible dans le couple. Avoir une vision, puis conseil numéro 8, avoir une vision d'avenir, donc sans dette, va faciliter énormément. Voilà, j'arrête. Épisode numéro 101, les 8 conseils pour le couple et les finances. Je vous remercie de m'écouter et je vous souhaite une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com.
C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.